cette guerre de 67, donc, que je viens d'évoquer, est un tournant très important de l'histoire de cette région. Parce que Israël, en 67, assène un coup décisif à ces deux régimes qui sont à la pointe, qui étaient à la pointe de cette radicalisation des années précédentes. Et les résultats ne sont pas immédiats, ils sont retardés par l'effet notamment de l'apparition de ce qu'on va appeler la résistance palestinienne. Mais 3 ans plus tard, c'est fait. Nasser meurt et son successeur va complètement changer de cap. Le régime qui existait, le régime de la gauche du parti Baas en Syrie, est renversé par le père du dictateur actuel en Syrie. Et les Palestiniens sont, enfin, les troupes, les organisations palestiniennes sont écrasées en Jordanie. Tout ça se passe la même année 70, qui est l'année charnière. Alors on va rentrer dans une ère nouvelle où les États-Unis reprennent le dessus dans la région. L'Égypte vire de bord, passe des Soviétiques aux Américains. Le royaume saoudien voit son importance augmenter et considérablement après la guerre d'octobre 1973, la guerre israélo-arabe d'octobre 73, qui est une guerre qui va être le préambule à la paix israélo-égyptienne, ce que les États-Unis souhaitaient, mais c'est aussi l'occasion d'une flambée des prix du pétrole, peut-être un réajustement des prix du pétrole, à un moment aussi où les nationalisations, impulsées par des États nationalistes, dont la Libye et l'Algérie, au début des années 70, font tache d'huile. Donc, ce qui fait que les monarchies pétrolières se retrouvent, parce qu'elles aussi suivent le mouvement des nationalisations, elles sont obligées, et se retrouvent donc avec des capitaux considérables. Et ça va donner une allure particulière. D'une part, ça renforce évidemment considérablement l'influence des Saoudiens, mais aussi leur insertion particulière dans une configuration de l'économie mondiale qui va se mettre en place à partir de ces années de transition qui sont les années 70 pour entrer dans l'ère de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Dans le monde diplomatique, c'est un thème permanent à partir des années 80. Et l'importance de ces pays pour les puissances occidentales, et en particulier les États-Unis, mais aussi la France, la Grande-Bretagne et tout ça, c'est pas seulement, c'est pas le pétrole au sens de il nous faut contrôler ces pays pour pouvoir importer du pétrole. Et à la limite, c'est moins le cas d'ailleurs pour les États-Unis que pour beaucoup d'autres pays, puisque les États-Unis, géographiquement, sont loin et dépendent plus du pétrole du Canada, du Mexique, du Venezuela, ça avant l'exploitation les nouvelles formes d'exploitation du sous-sol qu'il y a actuellement. C'est encore une autre question. Donc l'affaire n'est pas seulement l'importation du pétrole, parce que ça, en tout cas, les pays de la région doivent vendre leur pétrole. Ils cherchent à vendre leur pétrole. Mais c'est aussi avec cette particularité, j'ai coutume de dire, c'est que avec le pétrole, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, on peut avoir le pétrole. L'Europe importe le pétrole de la région, les États-Unis peuvent en importer, mais l'argent du pétrole revient dans les caisses des pays occidentaux. L'argent du pétrole revient sous diverses formes. Ça peut être une forme de capitaux qui sont placés dans, par exemple, les bons du Trésor américain. Les pays pétroliers, les monarchies pétrolières contribuent à financer le Trésor américain, le budget américain, en achetant des bons du Trésor américain, mais ils ne sont pas les seuls. La Chine est le plus gros acheteur actuellement, parce que vu l'excédent commercial qui est entre la Chine et les États-Unis, il y a les dépôts dans les banques occidentales, et là,
ce qu'on va appeler les euro-dollars à partir des années 70 sont un moment particulier de ce qui va faire la crise de la dette dans les années 80 et qui va être le principal levier de l'imposition de ce qu'on va appeler les programmes d'ajustement structurel par le Fonds monétaire international. C'est-à-dire toute la transformation néolibérale. Il y a un moment clé là dans lequel ce pétrole joue un rôle important. Et puis, il y a les importations, et notamment les importations d'armes. Hein, c'est pour vous montrer en quoi c'est directement lié. Le marché de l'armement et c'est beaucoup plus considérable que ce que vous pouvez imaginer. Enfin, parce que si vous regardez la liste des principaux, des plus grands budgets militaires, vous allez voir que le Royaume saoudien est au 3e rang mondial après les États-Unis et la Chine. C'est ahurissant. Vous allez voir que les Émirats arabes unis, qui est un pays avec une population très, très modeste, sont au 14e rang mondial. Devant des pays considérablement plus grands, avec des populations incomparablement plus grandes. Donc, c'est très important. On va en parler, on va regarder cela de plus près tout à l'heure, mais c'est effectivement un des enjeux particuliers qui font de cette région une région de grande importance stratégique. Bon, cela est aussi bouleversé de nouveau avec la révolution iranienne, 79. Sauf que là, ça se fait dans le contexte même d'un intégrisme islamique, mais d'un autre type, qui celui-ci est anti-occidental. Ce qui pose un problème aux États-Unis, bien sûr, puisque l'Iran était une des pièces maîtresses de leur dispositif stratégique, et aussi à la monarchie saoudienne, parce que de voir une autre monarchie renversée par des gens qui utilisent le même type d'idéologie sur lequel repose la monarchie saoudienne, ça c'est extrêmement inquiétant. Donc on va rentrer là dans une phase d'hésitation pendant laquelle, pendant un premier temps, les Saoudiens vont se lancer dans une surenchère dans l'intégrisme avec l'Iran. C'est aussi le temps de la guerre d'Afghanistan, où États-Unis, Saoudiens, dictature pakistanaise soutiennent des forces intégristes en Afghanistan contre l'occupation soviétique de ce pays. Cette guerre qui s'étale pendant les années 80 également. D'une part, on entretient le feu entre l'Irak et l'Iran de manière à ce qu'ils s'entretuent, ce qui a arrangé Washington, et en même temps, on mène cette guerre là-bas. Cette guerre qui va faire, dont le retour de bâton, on peut dire retour de feu, là, va être spectaculaire, puisque Al-Qaïda, vous savez, c'est né là-bas. Al-Qaïda est un produit de cette guerre d'Afghanistan, qui est un pays qui était devenu le terrain d'entraînement un peu pour des intégristes venus de partout. Et une guerre avec une dynamique qui va déboucher sur les talibans, qui au départ sont favorisés par les États-Unis. Donc, tout cela, la métaphore ou l'image de l'apprenti sorcier, on y est à fond, ou peut-être du monstre de Frankenstein, Frankenstein qui crée un monstre et le monstre qui lui échappe. C'est cette histoire qu'on a eue avec l'intégrisme islamique. Et le 11 septembre 2001, c'est la conséquence de tout cela. C'est les États-Unis qui récoltent la tempête après avoir semé le vent, si vous voulez. Mais bon, c'est ainsi que ça s'est passé historiquement. Bien, alors, ces années vont déboucher sur une mutation mondiale avec l'écroulement de l'Union soviétique. On rentre dans la dernière décennie du siècle passé. On passe de la bipolarité qui a caractérisé le monde depuis 1945 à ce qu'un commentateur américain avait appelé à l'époque, en 90, le moment unipolaire, qui est une très bonne formule.
Parce que, d'une part, bon, ça dit, ce qui est évident pour tout le monde, c'est que les États-Unis émergent à ce moment-là comme unique puissance, unique superpuissance. C'est à l'époque où Védrine trouve que superpuissance, c'est plus suffisant, il faut dire hyperpuissance. Hein, Hubert Védrine avait créé ce mot-là. Mais le moment, c'est comprendre que c'est pas éternel. C'est-à-dire que, bon, on sait qu'il y a la Chine qui est en train d'opérer une remontée historique, parce que c'est un pays qui était une des grandes puissances, si vous revenez plusieurs siècles en arrière, mondiale, que la Russie va probablement reprendre du poil de la bête après son écroulement, etc. Bref, ce moment unipolaire, eh bien, les États-Unis, c'est encore une fois dans la région du Golfe là qu'ils vont en faire, comment dire, la consécration, hein, et l'illustration. L'occasion leur est donnée par Saddam Hussein, le dictateur irakien qui envahit le Koweït pour renflouer ses caisses, après plusieurs années de guerre dévastatrice et à résultat nul, à part les morts et la destruction, je veux dire, enfin, il n'a rien pu achever, mais les Iraniens non plus, dans les années 80. Et cela va donner aux États-Unis une excellente occasion pour, sortir de ce qu'ils avaient appelé jusque-là, depuis 1973, le syndrome vietnamien, c'est-à-dire que depuis 1973 jusqu'en 1990, les États-Unis étaient quasiment paralysés en ce qui concerne l'intervention extérieure. Ils ont pu faire que des interventions très limitées parce qu'il y a une hostilité dans l'opinion publique américaine et au Congrès américain qui reflète en un sens qui peut refléter l'état de l'opinion publique aux aventures militaires. Or, là, l'enjeu était grand, l'affaire du pétrole. Et puis, les États-Unis pouvaient prétendre intervenir en défense du droit international. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ça va faire donc l'occasion d'un déploiement et puis d'une démonstration de toute cette panoplie d'armes qui avait été accumulée pendant les années 80 sous Reagan. Parce que pendant les années 80, les États-Unis vont avoir les plus fortes dépenses militaires de leur histoire en temps de paix, c'est-à-dire sans être engagés dans une guerre. Donc un niveau de dépenses militaires absolument extraordinaire qui caractérise ces années et qui sont des années de révolution technologique dans l'armement. C'est là qu'on va inventer toutes ces armes dites intelligentes qui permettent une efficacité plus grande. L'objectif premier, c'est pas d'épargner des vies civiles, c'est d'économiser le nombre de bombes qu'il vous faut pour détruire une cible. C'est là-dessus que l'efficacité était considérable. Bon, cette intervention en Irak des États-Unis qui avaient dû quitter le royaume saoudien, comme je l'ai évoqué au début des années 60, sous l'influence de la radicalisation dans la région, donc de peur que leur base militaire devienne un thème central d'agitation, eh bien là reviennent en force, mais alors d'une façon sans précédent. Donc un déploiement considérable dans la région. Et là, c'est la consécration aussi finale de la domination par les États-Unis de toutes les monarchies pétrolières, donc du Conseil de coopération du Golfe, même si elles continuent à diversifier un peu leur marché d'armement. La France et la Grande-Bretagne sont sur les rangs, mais les États-Unis ont la part, et de loin la part du lion, dans tout ce qui concerne l'exploitation aujourd'hui des ressources de façon indirecte ou directe de ces pays du Golfe. Bon, j'ajoute également une chose qui est juste parce que ça a une importance pour ce qui va se passer après, aujourd'hui, c'est qu'en 90, il y a une rupture entre les Saoudiens les Saoudiens
les dirigeants saoudiens vont punir tous ceux qui n'ont pas soutenu l'intervention américaine sur leur territoire pour la guerre contre l'Irak et la guerre au Koweït et sur le territoire irakien. Ça comprend le régime yéménite. Vous allez avoir expulsion d'1 million de travailleurs yéménites du royaume. Pour punir le gouvernement yéménite, on expulse des travailleurs immigrés yéménites. Imaginez la catastrophe que ça représente, hein, parce que c'est non seulement des gens qui reviennent sans boulot, mais c'est aussi les salaires qu'ils envoyaient à leur famille qui s'arrêtent. Bon. Mais ils coupent aussi les vivres à l'OLP. À ce moment-là, ce qui va précipiter Arafat vers Oslo. Bon, je sais pas. Et puis, ils coupent les vivres aux frères musulmans, parce que les frères musulmans, vu que leur base n'était pas du tout était comme l'écrasante majorité de l'opinion publique du monde arabe contre l'intervention des États-Unis, eh bien, les frères musulmans avaient suivi cela, enfin, ne voulaient pas se couper de leur base, mais du coup, c'est les Saoudiens qui ont coupé les ponts avec eux. Quelques années après, vous avez un coup de palais dans l'émirat du Qatar, qui peut apparaître tout petit, mais qui va devenir extrêmement riche à partir des découvertes gazières, parce que c'est un énorme gisement gazier. Vous avez le fils qui détrône le père, et ce fils, à partir donc du milieu des années 90, a des ambitions politiques régionales. Il va coopter les frères musulmans, hein, comme on achète l'Olympique de Marseille, donc il va acheter les frères musulmans, si vous voulez. Et puis également lancer une chaîne de télévision qui va jouer un rôle particulier dans la région, Al Jazeera, qui est en bonne partie un instrument des frères musulmans, enfin un instrument de cette alliance. Et ça, les Saoudiens vont très mal le prendre. Donc, vous avez une animosité très particulière qui va se naître à partir de ce moment-là entre la monarchie saoudienne et l'émirat qatari sous le nouvel émir. Et là, je passe à 2011, à ce qu'on a appelé le printemps arabe, cette grande explosion populaire dans la région. Traditionnellement, ces monarchies, et les Saoudiens en particulier, sont le bastion principal de la réaction régionale. Et là, face au soulèvement populaire, on est en plein dans ce rôle. Sauf que, vu les dissensions parmi ces monarchies, vous avez deux options différentes qui se présentent aux suzerains américains. L'une, c'est les Saoudiens et les Émirats arabes unis avec eux, encore plus, sont traditionnellement hostiles à tout ce qui est changement politique par le bas, hein, en particulier. Et donc là, c'est l'option contre-révolutionnaire la plus classique. Mais il y a une autre option qui est représentée par le Qatar, qui, à travers les frères musulmans, pense pouvoir jouer un rôle principal dans la récupération. Donc vous avez l'option répression, vous avez l'option récupération. Le Qatar. Donc vous avez une sorte de jeu d'axe qui se fait. Vous avez les Saoudiens émiratis, et vous avez le Qatar qui s'allie avec la Turquie dans ce type de jeu. Et tout cela se déroule dans ces années 2011 avec une administration américaine qui est j'en ai pas parlé directement, mais enfin l'épisode de l'invasion de l'Irak, de l'occupation de l'Irak, se solde par un fiasco monumental, hein, et c'est une défaite très lourde pour tout le projet impérial américain. Des commentateurs américains, et pas des moindres, ont dit que c'était plus important que le Vietnam, au titre des enjeux, parce que là, les enjeux sont plus grands que ce qu'il y avait en Indochine. Et donc des États-Unis qui sont de nouveau devant une opinion publique qui se dit, oulala, on a refait la grosse erreur d'occuper un pays, et ça s'est très mal terminé.
Et donc, bon, on va jouer sur les deux options. Bien. Donc, on est dans ce cadre de figure. Alors, le Yémen, là aussi, c'est encore un cas particulier. C'est le terrain sur lequel il va se faire une entente entre les deux et les États-Unis. Et là, ce que les États-Unis souhaitent, c'est des ententes entre oppositions du type frères musulmans, donc avec le Qatar derrière, et des anciens régimes. Le soulèvement au Yémen, parce que le Yémen aussi connaît son soulèvement, avec les mêmes ingrédients pratiquement qu'ailleurs, mais il va se solder par un accord parrainé par les monarchies du Golfe, derrière les États-Unis, entre l'ancien régime, bon, et l'opposition à l'ancien régime, qui comprend les frères musulmans d'ailleurs locaux. Et une autre qui comprend également une autre force intégriste qui, elle, est chiite, enfin, c'est une branche du chiisme, bon, on ne va pas également entrer dans les détails, mais qui est donc une autre forme d'intégrisme islamique. Il y a l'intégrisme islamique classique que représentent des frères musulmans, plus des salafistes, et puis il y a ce qu'on appelle les Houthis, le mouvement des Houthis, d'après le nom du fondateur, qui sont également des intégristes islamiques, mais plus proches du modèle iranien, si vous voulez, encore que, bon, là aussi avec des différences, que les autres. Et cet accord se fait à l'automne 2011. C'est un accord de partage du pouvoir. L'ancien régime garde des positions de pouvoir très importantes. Enfin, Saleh, l'ancien président, le président, qui a cédé la présidence à son vice-président. Il y a une sorte de gouvernement de coalition qui se met en place. Donc, et les États-Unis, à ce moment-là, projettent ça comme la solution idéale. En 2012, Barack Obama dit pour la Syrie, pour nous, c'est la solution yéménite qu'il faut. Bon, aujourd'hui, il ne le dirait pas, bien sûr, mais bon, c'est évident. Par contre, ailleurs, sur d'autres terrains, bon, vous avez des tiraillements, mais bon, ils sont contenus. En 2015, et là on arrive à la fin, nouveau roi, changement de... Bon, le roi meurt, vive le roi, chez les Saoudiens. Donc 2015, c'est Salman, qui est le roi actuel, le père de ce prince héritier dont on parle beaucoup, qui devient roi. Et dans un premier temps, vous avez une ligne politique qui est une ligne d'unification des sunnites, parce que c'est ainsi que les Saoudiens posent le problème toujours, face aux chiites. Pourquoi? Parce que entre-temps, l'année d'avant, 2014, donc quelques mois avant l'accession de Salman au trône, éclate la guerre au Yémen. Elle éclate parce que l'ancien président fait une alliance avec les Houthis, hein, ces intégristes zaïdites, enfin disons chiites pour faire simple, et essaye de reconquérir le pouvoir. Il a des pans entiers de l'armée, de la force militaire avec lui, et puis il y a les milices, la force militaire de type, à l'origine, enfin de type non officiel, enfin des Houthis, et c'est cette alliance qui prend la capitale, et bon, vous savez, éclate une guerre. Une guerre entre le gouvernement qui avait été établi par l'accord de 2011 et l'ancien président avec les Houthis qui ont changé de bord. Bon, cette guerre, on va aussi tenir compte du fait que dans l'optique des Saoudiens, Saleh, l'ancien président, va apparaître sous son angle confessionnel et qui est également zaïdite. Donc ça va apparaître comme une alliance confessionnelle anti-sunnite, si vous voulez, enfin, ou chiite. Et la grande hantise des Saoudiens, c'est que l'Iran est derrière. C'est bon, même si il n'a jamais été prouvé qu'il y avait une influence iranienne importante dans ce qui se passe au Yémen,
pour les Saoudiens, cela fait partie d'un encerclement, d'une expansion de l'Iran qui, entre-temps, s'est établi en force en Syrie, qui, grâce aux États-Unis, a hérité de l'Irak. L'Irak est essentiellement sous domination, sous contrôle en très grande partie de l'Iran. Donc, il y a des Saoudiens qui voient cette expansion de 2012, 2013, 2014 de la puissance de l'Iran à l'échelle régionale et qui donc vont faire une alliance avec le Qatar pour soutenir le gouvernement yéménite contre l'autre camp. Bon, jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, qui, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais qui fait sa première visite à l'étranger, c'est au Royaume saoudien. Ça encore, c'est une confirmation hein, depuis Roosevelt, etc. Vous voyez à quel point l'importance qu'on accorde à ce royaume, à cette région du monde, et qui va pousser les Saoudiens à ostraciser le Qatar, c'est-à-dire à essayer d'imposer au Qatar la rupture avec les frères musulmans, ce qui n'était pas la ligne que le nouveau roi avait adoptée juste là. 2 semaines après la visite de Trump, c'est ce qui se fait, et le Qatar, qui faisait partie de la coalition qui bombardait le Yémen depuis 2015, eh bien, le Qatar en est évincé par les Saoudiens avec forte pression. Là aussi, il va y avoir fiasco parce que bon, l'émirat du Qatar est trop riche pour pouvoir avoir la main forcée par des mesures d'embargo, de boycott telles qu'ils l'ont fait. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une situation compliquée parce que vous avez beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de facteurs en présence, mais ce n'est pas la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire, il y a des logiques en jeu, et ce qui est important de retenir, c'est que, au fond, ces logiques, d'abord et avant tout, hein, tourne autour de l'importance stratégique de cette région, qui est déterminée par les hydrocarbures hein, et par l'argent de ces hydrocarbures, hein, parce que ce sont des pays qui ont des excédents, vu que c'est des pays tout à fait artificiels, qui reposent sur... C'est des soi-disant États créés sur des gisements pétroliers, hein, et qui donc se retrouvent avec des capitaux colossaux qui sont tout bénéfices pour les puissances tutélaires. Voilà, donc c'est ainsi. Voilà un peu la logique de ce qui se passe. Alors bon, cette guerre du Yémen, on va en parler, mais c'est l'intervention d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, hein, que ce bombardement mené par la coalition dans ce pays, qui est un pays avec une densité de population qui est autre chose que la Libye, par exemple, et où donc est un pays pauvre, un des pays les plus pauvres, non seulement du monde arabe, mais même de la planète, et avec donc des conséquences abominables que je suppose vous connaissez. Enfin, si vous suivez un peu le peu qui enfile dans les médias est suffisant pour montrer l'horreur de la chose, de la famine, ces images de famine insoutenables qui sont partielles, parce qu'on voit que les hôpitaux et tout, mais on voit pas les régions entières où la famine fait des dégâts, sans parler bien sûr des victimes directes de la guerre, sans parler des destructions considérables. Donc voilà un peu, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Bon, j'ai essayé de faire ça sous la forme d'un récit, mais on pourra, tout ce qui est zone d'ombre ou qui n'a pas été compris dans ce que j'ai dit, on pourra essayer de l'éclairer dans la discussion.